Aujourd'hui, ça fait 30 jours qu'on a des supporters sénégalais qui sont bloqués en prison au Maroc depuis la finale Sénégal-Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait 30 jours qu'on a des supporters sénégalais qui sont bloqués en prison au Maroc depuis la finale Sénégal-Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations. Un scandale qui ébranle une nouvelle fois l'image du Maroc après les incidents liés à la CAN. Les voleurs de serviettes ont encore frappé. Alors c'est Maître Patrick Kabou, avocat sénégalais, qui s'est rendu sur place pour défendre des supporters sénégalais arrêtés durant la CAN. Et ce qu'il raconte est accablant. Il déclare avoir été empêché de rencontrer ses clients. Il affirme qu'on lui a refusé l'exercice normal de sa mission d'avocat. Il dénonce des insultes racistes proférées contre lui et contre ses clients dans l'enceinte même du tribunal. Et surtout, il explique qu'on lui a demandé à la dernière minute de plaider en arabe, langue qu'il ne maîtrise pas. Dans le même temps, des supporters sénégalais ont même été interrogés en arabe alors que beaucoup d'entre eux ne parlent que Wolof. On regarde cet extrait. Et pour être transparent avec vous, moi ça me fait mal au cœur de savoir cette information. Parce que chaque jour qui passe depuis cette finale-là, je suis content que le Sénégal ait remporté cette CAN, mais je peux pas m'empêcher de penser à ces supporters qui sont en prison actuellement. De base, le football c'est pour fédérer, c'est tout simplement pour unir les peuples, apaiser les tensions, faire régner la paix. Et malheureusement, dans ce cas-là, ça a divisé. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se terminer pour eux ou qu'est-ce qui se passe actuellement, dans quelles conditions est-ce qu'ils sont. Il y a des familles qui les attendent un peu partout dans le monde, qui attendent qu'ils rentrent à la maison. Parce que oui, ça commence à faire long. Dites-vous qu'aujourd'hui, ça fait 30 jours que les supporters sénégalais sont en détention. Et je pense que vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est toujours souriant, qui a envie de fédérer les cœurs, fédérer une seule Afrique. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il se passe des choses comme ça et que ça ne se règle pas, du moins on ne sait pas comment est-ce que ça avance, ben ça me perturbe et ça me fait mal, je vous dis la vérité. D'autant plus la relation entre le Sénégal et le Maroc, on est des pays frères, donc on doit tout faire pour pouvoir régler cette situation le plus rapidement possible. La crise de la justice politique africaine se réverbère dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mes chers amis, je voudrais attirer votre attention sur une corrélation. Attirer votre attention sur un phénomène extraordinaire qui s'est révélé pendant les activités de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc. Ce n'est un secret pour personne. La plupart des pays de l'Afrique contemporaine sont difficilement des états de droit. Ce sont des pays qui connaissent une crise de la justice politique. L'une des raisons de l'emprise de la misère sur le continent africain, c'est la multiplication des injustices à l'intérieur des nations africaines. L'un des endroits essentiels où l'Afrique a mal, je l'ai déjà dit, c'est la justice. Lors de ma conférence, qui a été d'ailleurs transformée en un ouvrage, que je vous montre encore, pour que vous n'oubliez pas de commander votre exemplaire. Lors de la conférence que j'ai délivrée à l'université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie et à l'université d'État de Lomé au Togo sur le thème « Le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire », j'avais élaboré une théorie de ce que j'appelle les 5 critères de vérification du degré d'humanité d'une société en Afrique. À quoi reconnaît-on une société africaine? Lors de cette conférence, j'ai expliqué que par panafricanisme de proximité, ça c'est à la page 57, nous attendons l'émergence de gouvernements africains respectant scrupuleusement la dignité des peuples et des personnes en Afrique. Il y a de ce point de vue 5 lieux où se vérifie aisément le degré d'humanité de nos sociétés. La famille, l'école, l'hôpital, la prison et le tribunal.
Dans la famille africaine se tisse le nexus fondamental de la personne humaine. Les valeurs de vérité, justice et solidarité se transmettent dans la manière d'être des parents, leur dire et leur faire devant leurs enfants. La tradition africaine veut que l'enfant se masculinise ou se féminise sous le modèle de la famille traditionnelle multimillénaire dans la triangulation père-mère-enfant. Il n'y a pas de société authentiquement humaine sans famille traditionnelle stable. Dans l'école, se transmet non seulement le bagage culturel, structurel d'une génération humaine, mais également la kyrielle des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-dire des générations précédentes aux suivantes. L'école africaine, au demeurant, doit être complétée par des cursus initiatiques intégrant les grands symboles civilisateurs négro-africains. Pas de société véritablement humaine sans la transmission par l'éducation des valeurs de socialisation, de professionnalisation et d'humanisation maximale. Dans l'hôpital s'accueillent les personnes vulnérables de toutes les couches sociales et surtout celles plus démunies des couches sociales les plus pauvres. Une société proprement humaine n'abandonne personne à la malmort, à l'indignité de la pauvreté scandaleuse. Une société authentiquement humaine pratique la charité pour les vulnérables des siens. Elle sert de digue à la déchéance d'humanité qui ne dégrade pas seulement les individus qui en sont victimes, mais aussi la société humaine qui la tolère et s'y complaît malicieusement. Dans la prison africaine, disais-je, à Lomé comme à Saint-Pétersbourg, on ne devrait trouver que ceux qui ont fauté objectivement contre la loi, en leur âme et conscience. Le fléau des prisonniers politiques déshonore l'Afrique. Comment comprendre qu'un gouvernement se dise panafricaniste, c'est-à-dire attaché à l'émancipation africaine, et que de l'autre côté, les prisons du même pays soient remplies d'opposants politiques embastillés dans le cadre d'un plan éhonté de capture et confiscation ad vitam aeternam du pouvoir d'État. Il n'y a pas de société proprement humaine qui puisse garder des innocents dans ses geôles. Enfin, au tribunal, les magistrats se doivent de dire le droit, dans le respect des normes complémentaires de l'égalité, de légitimité, d'égalité et d'équité. Les magistrats africains ne peuvent contribuer à l'hominisation africaine maximale en comptant toujours parmi les plus corrompus au monde. Le redressement de la justice en Afrique est incontestablement la condition même de la renaissance africaine. Le redressement de la justice en Afrique est incontestablement la condition même de la renaissance africaine. Voilà ce que j'ai dit dans cette conférence qui est publiée ici en anglais et en français et dont vous pouvez commander l'exemplaire sur la plateforme Amazon.fr et être livré partout à travers le monde selon vos possibilités. L'Afrique a soif de justice. L'Afrique a faim de justice. Et cette soif et cette faim de justice qui travaillent l'Afrique et qui font que nous avons honte de ce qui se passe dans nos pays et qui font que les Africains qui se plaignent d'être méprisés en Europe, d'être méprisés en Amérique, d'être méprisés en Asie, sont encore plus méprisés en Afrique par d'autres Africains. Cette honte innommable qui nous est infligée d'être maltraités chez nous-mêmes, plus que nous ne le sommes, en dehors de notre continent natal, cette honte-là a commencé maintenant à s'exprimer dans toutes les directions. Le sport, et ici la Coupe d'Afrique des Nations, a été l'occasion pour que quelque chose s'exprime de cette honte de vivre dans l'injustice dans laquelle nous sommes, nous Africains, sur notre propre continent. Cette injustice qui prospère dans nos pays, avec des magistrats corrompus. Cette injustice qui prospère avec des prisons politiques remplies d'innocents. Ces injustices, les Africains en sont saturés. Les Africains en sont débordés. Et elles commencent maintenant à être revendiquées sur des sphères anodines, sur des soupapes d'échappement, dans des voies improbables, comme par exemple le stade de football. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations? Une immense colère montait progressivement
à l'intérieur des opinions africaines au fur et à mesure que la Coupe d'Afrique des Nations se déroulait. Quel était l'objet de cette colère? Les Africaines et les Africains de tous les continents avaient le sentiment que l'injustice systématique des arbitres de cette compétition en faveur de certaines équipes, que cette injustice était le reflet de l'injustice générale que les Africains vivent partout en Afrique. En fait, au fur et à mesure qu'on regardait la Coupe d'Afrique des Nations, on s'énervait parce qu'on voyait à travers la Coupe d'Afrique des Nations le miroir de notre condition, de notre situation historique. C'est-à-dire que si tu vis au Cameroun, un pays où l'injustice est le principe même du régime, quand tu regardes la Coupe d'Afrique des Nations, avec des arbitres qui trichent, en réalité, tu es fâché parce qu'en cet arbitre-là, tu vois Paul Biya et son gouvernement corrompu. C'est ce qui t'énerve en fait. Si tu vis en Côte d'Ivoire, avec ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait subir aux Ivoiriens depuis une trentaine d'années, comme injustice, quand tu regardes la CAN, et puis tu vois un arbitre qui triche, c'est la tête d'Alassane que tu vois. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé pendant la CAN? Tu es assis, tu vis au Bénin, tu vis au Togo, tu vis toutes les injustices qu'il y a dans ton pays, tu les vois dans la CAN. Tu es au Tchad, les injustices qu'il y a dans ton pays, tu les vois dans la CAN. Tu es en Centrafrique, les injustices que toi tu vis dans ton pays, tu vois ça à la CAN. Tu es au Gabon, tu es au Congo, c'est ce que tu vois. Tu es au Nigeria, tu regardes la CAN, tu dis, oh my God, it is exactly the same thing we are fighting against here in Nigeria that we are looking in this African Nation Football Cup. Donc, il s'est passé quelque chose, c'est que les Africains ne regardaient plus la CAN en tant que telle. Les Africains regardaient l'Afrique à travers la CAN. La CAN était un miroir inversé de la condition africaine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Donc maintenant, quand les gens regardaient le match, la manière de se plaindre des arbitres, là, c'est exactement comme ça que les gens ont envie de se plaindre de leur président. Bon, quand c'est un président très violent, ils ne peuvent pas toujours s'exprimer. Donc c'est sur les arbitres que les Africains se sont défoulés. Les arbitres ont pris cher. Pourquoi les arbitres ont pris cher dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Parce que les Africains en ont marre de l'injustice. Nous en avons marre des injustices dans nos pays respectifs. Il y a donc eu une dérivation d'énergie psychique. Il y a eu une dérivation des frustrations. L'écran de télévision de la Coupe d'Afrique des Nations est devenu le projectoire des énergies frustrées des Africains victimes d'injustice. Et les dirigeants de la Confédération africaine de football ont commis l'erreur de ne pas tenir compte de ce fait. S'ils avaient réfléchi à ce que l'Afrique est devenue, s'ils avaient réfléchi au trop plein d'injustices qui sont accumulées dans tous les pays de notre continent, ils auraient mieux organisé l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils allaient savoir que, en réalité, la Coupe d'Afrique des Nations risquait d'être le défouloir des frustrations des Africains. Si Motsepe réfléchissait en profondeur, il allait tout faire pour que l'arbitrage soit incontestable. Parce qu'en fait, dans une Afrique qui est gavée d'injustice, supporter un arbitre injuste, c'est pire. C'est pire. Parce qu'en fait, tu viens regarder un match de foot pour te faire plaisir, et on te gâche le plaisir en te reproduisant l'injustice que tu vis tous les jours aux Comores, à Djibouti, l'injustice que tu vis tous les jours au Kenya, l'injustice que tu vis en Afrique du Sud, l'injustice que tu vis au Gabon, tu vis au Cameroun, tu viens voir ça à la télé. Alors que tu t'es assis, tu as acheté des chips, tu as acheté une bière, tu es assis en famille, vous êtes content de regarder le match, il y a un arbitre qui a décidé de jouer le match tout seul, d'enlever les buts qui le dérangent et de marquer les buts qui l'arrangent. Sans froulin. Donc, il faut que vous compreniez ce phénomène extraordinaire qui s'est déroulé sous nos yeux. La projection sur les écrans de la Coupe d'Afrique des Nations des frustrations nationales des Africains. Et ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement qui est lancé à tous ceux qui organisent des compétitions internationales en Afrique. Ça ne va plus se passer comme avant. Un jour, s'est passé en Grande-Bretagne, en Angleterre, un événement qu'on m'avait rapporté. La chaîne de télévision et de radio britannique BBC diffusait un feuilleton
Et dans ce feuilleton-là, il y a un homme qui était poursuivi. On cherchait quelqu'un qui avait commis un crime. Et dans ce feuilleton, dans l'un des épisodes du feuilleton, on a arrêté un innocent et il a été condamné à mort dans le feuilleton. Ça se passe dans un feuilleton de cinéma, un feuilleton de télévision. Mais les spectateurs sont venus. Ils ont manifesté en masse à la BBC pour demander que le script, le narratif là, que ça soit repris et qu'on refasse un épisode différent dans lequel on libère l'innocent. Ils ont dit que si on ne libère pas l'innocent, ils vont casser la chaîne de télé là. Attention, hein, il ne s'agit pas de faits réels. Il ne s'agit pas de faits réels, mais de faits imaginaires, dans le cadre de la fiction cinématographique. D'accord? À l'intérieur d'un feuilleton de télévision, on fait arrêter dans l'un des épisodes quelqu'un qui n'a rien fait. On le fait condamner à mort et on veut passer à l'épisode suivant son exécution. Symbolique, à l'intérieur du feuilleton. Le public dit non, ça là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Le public se mobilise, vient manifester à la BBC pour dire vous allez réécrire et libérer l'innocent. C'est un phénomène comparable qu'on a vécu avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez? Les Africains ont regardé la Coupe d'Afrique des Nations là, comme ça, ils ont dit ah bon? Déjà on subit ça tous les jours ici. Et maintenant qu'on s'assoit comme ça pour essayer de regarder un bon match de foot, vous recommencez encore les mêmes injustices? Non, ça ne va pas passer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais la révolte de l'équipe nationale du Sénégal devant l'injustice flagrante de l'arbitre, me dit-on congolais. La séquence est très claire. Ce n'est pas le pénalty attribué au Maroc qui pose problème. En réalité, ce qui pose problème, c'est que quelques minutes avant, le Mali a marqué, le Sénégal a marqué régulièrement un but qui a été abusivement refusé. Là, c'était flagrant. Tout le monde était assis devant la télé et on a dit, bon, oui, il y a faute. Il y a faute sur Brahim Diaz. Et on peut siffler pénalty pour ça parce que dans la surface de réparation, quand tu ceintures quelqu'un pour le jeter à terre alors que le ballon était en train de venir vers lui, on considère que tu as empêché une action de jeu qui aurait pu être à l'avantage de l'adversaire. Mais le problème, c'est que cet arbitre, qui donc mettait pénalty pour ça, venait d'empêcher le Sénégal de mener au score. Et alors que pour l'action de Brahim Diaz, qui n'est pas capitaine de l'équipe du Maroc, l'arbitre accepte d'aller regarder la vidéo, d'aller vérifier l'action. Dans l'action précédente où il annule un but sénégalais, l'arbitre refuse d'aller regarder la vidéo. Cette injustice flagrante qui consiste à pénaliser l'innocent et finalement à favoriser la partie adverse, cette injustice a éclaté dans le refus de continuer à jouer dans ces conditions. Le refus de continuer à jouer dans ces conditions, il faut le considérer comme une réaction morale de l'opinion africaine et de l'équipe du Sénégal. Certains veulent présenter cela comme un acte de désobéissance au règlement. Ça encore, ce serait la poursuite de l'injustice. Vous ne pouvez pas mettre dans la Coupe d'Afrique des Nations des arbitres qui biaisent le match, des arbitres qui truandent le match, des juges donc qui truandent le match, et ensuite demander aux gens d'entériner votre fraude. C'est trop pour les Africains. On a trop subi la fraude dans nos pays là. On a trop subi les injustices pour continuer à les subir même dans le sport. Ça ne passe plus. Pour que vous compreniez, ça ne passe plus. Et je pense qu'il y a peut-être à l'avenir des compétitions sportives qui seront annulées. Si jamais il y a des dérives comme celle de l'arbitrage qu'on a constaté pendant cette CAN, bientôt il faudra annuler ce type de compétition. Dès qu'une organisation sportive n'est pas capable d'avoir des arbitres irréprochables, on suspend la compétition. Écoutez, les Africains n'ont pas besoin de jouer, l'Afrique n'a même pas besoin d'appartenir à la FIFA. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé d'appartenir à la FIFA? On n'est pas obligé. Il peut y avoir une confédération africaine de football indépendante. On peut créer la CAI, la CAIF, Confédération africaine de football indépendante. On peut créer la CAFI, Confédération africaine indépendante de football. On peut créer ça, la CAIF. Vous pensez que la CAF là ne peut pas être remplacée?
Si on a créé l'AES à la place de la CEDEAO, pourquoi on ne peut pas créer la CAIF? Pourquoi on ne peut pas créer la CAIF? Confédération africaine indépendante de football. On peut créer. Les gens ont dit, ah, l'AES ne va pas fonctionner. L'AES fonctionne. Oh, les passeports de l'AES ne vont pas être reconnus. Ils sont reconnus. Qu'est-ce qui nous oblige à rester dans la CAF si la CAF est une organisation mafieuse? Qu'est-ce qui nous oblige à rester dans la FIFA si la FIFA est une organisation mafieuse? Nous sommes une cinquantaine de nations. Ça nous coûte quoi d'avoir un système sportif indépendant de la domination occidentale? Parce que même la FIFA, là, c'est la domination occidentale déguisée. Et dans cette CAF, on voulait absolument nous imposer un résultat. Au lieu de laisser les joueurs jouer, on voulait nous imposer un résultat. Donc la réaction de l'équipe du Sénégal doit être comprise. Et par la partie adverse marocaine, elle doit être comprise par les dirigeants de la CAF comme un avertissement. Les opinions africaines ne peuvent plus supporter des humiliations publiques. Non, c'est terminé. Terminé cette époque-là où on disait, c'est pas grave, laissez, on va faire comment? C'est fini ça, on ne laisse plus. On ne laisse plus. Le temps dans lequel nous sommes maintenant en Afrique, c'est un temps où on ne laisse plus. Et je voudrais saluer l'équipe du Sénégal pour avoir défendu son droit. Qui va vous défendre si vous ne vous défendez pas? C'est parce que l'équipe du Sénégal a contesté cette injustice flagrante que le match a repris dans un esprit meilleur. Le match a repris dans un esprit meilleur. C'est-à-dire que la partie adverse, l'équipe du Maroc, et l'arbitre étaient conscients que ce qui était menacé, c'est l'existence même de la CAF. Et qu'est-ce qui a menacé l'existence de la CAF? C'est pas le Sénégal. C'est pas l'équipe du Sénégal, merde. Ce sont les arbitres corrompus. Qu'est-ce qui menace l'existence de nos pays? C'est pas les opposants. Ce sont les dirigeants corrompus. Les dirigeants africains corrompus. Qu'ils soient opposants ou les dirigeants africains corrompus. Des magistrats corrompus. Des tribunaux corrompus. Voilà pourquoi l'Afrique est dans les problèmes que nous voyons. Et vous voulez recommencer ça dans le foot et nous demander d'accepter ça? On paye les abonnements, Canal+, tout ça là, pour regarder la bouillabaisse, pour regarder les foutaises. Vous nous prenez pourquoi? C'est une réaction morale saine, c'est une réaction positive, c'est une réaction succulente. Le Sénégal nous a fait honneur. Quand moi j'ai vu les joueurs de l'équipe du Sénégal sortir du terrain, j'ai bondi de mon canapé. J'ai regardé le match avec un de mes proches collaborateurs. On a regardé le match ensemble. Ici, à Bamako. Moi, j'ai bondi de ma chaise, et tellement que j'étais fier d'être africain. Quand le coach sénégalais a dit, si c'est ça là, donnons-leur le trophée, allons chez nous. Prenez. Monsieur l'arbitre, prenez directement le trophée, donnez-leur. On marque. Vous refusez. Vous refusez de regarder la VAR. Vous refusez de vérifier qu'il n'y a pas eu faute. Et même que c'est le joueur adverse qui pousse le défenseur. On marque. C'est le joueur adverse qui pousse l'attaquant sénégalais sur la première action. C'est pas l'attaquant sénégalais qui pousse le défenseur marocain. C'est le défenseur marocain qui, pendant qu'il y a une balle qui est centrée, c'est le défenseur marocain qui envoie les mains comme ça. Comment on peut annuler le but de la tête qui est marqué au motif qu'il y aurait faute? Et à peine on a annulé ce but, pour un contact, d'ailleurs extrêmement léger, et Brahim Diaz, il s'est vraiment laissé tomber exprès et s'est mis à revendiquer parce qu'ils avaient du mal à frapper au but. Ils n'ont pas eu d'occasion de but franche face au Sénégal. Ah bon, alors pour ça, vous sifflez. Donc en fait, l'arbitrage a gâché la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'arbitrage a davantage gâché la Coupe d'Afrique des Nations à cause de l'injustice dans laquelle les nations africaines vivent. C'est davantage l'injustice que nous subissons dans nos pays africains qui nous a rendus, pour ainsi dire, écorchés vifs devant les injustices spectaculaires dans le sport. Et du coup, le sport peut être en fait une école de justice. Il y a une histoire célèbre dans l'histoire du Brésil. Le Brésil était une dictature. Jusqu'à la fin pratiquement des années 70, le Brésil était une dictature affreuse au service des intérêts impérialistes américains.
D'accord? Mais est-ce que vous savez d'où sont venues les énergies, l'inspiration, l'imagination qui ont permis la création de la démocratie brésilienne actuelle? Tout cela est venu d'une équipe de football qu'on appelle les Corinthians. Cette équipe de football pratiquait en son sein les principes de justice politique qu'on aimerait voir pratiqués dans la société brésilienne. C'est l'équipe de football des Corinthians qui a été la source d'inspiration du peuple brésilien pour la création de sa démocratie actuelle. Donc, en effet, contrairement à ce que les dirigeants sportifs peuvent penser, la justice dans le sport est une école de citoyenneté. La justice dans le mouvement sportif est une école de citoyenneté. C'est une école, en réalité, d'intégration politique. C'est une école républicaine. Le sport, avec les arbitres impartiaux, est une éducation à la vie dans la société juste. Le football et l'ensemble des sports africains ne nous apportent pas seulement la joie, le plaisir, eh bien, de regarder ou de participer à des compétitions. Il nous apporte l'occasion de nous habituer à respecter les règles. Un sport sans règles est inhumain. Et la réglementation sportive est elle-même en réalité une école de citoyenneté. Pratiquer un sport en respectant les règles, c'est se préparer à vivre en respectant les règles de la société globale. Il est donc important que l'ensemble des mouvements, des organisations sportives africaines se dotent d'équipes arbitrales exemplaires. L'exemple peut venir du football. Nos dirigeants africains, abonnés aux fraudes électorales, au bourrage des urnes, aux modifications constitutionnelles abusives, ces dirigeants-là, s'ils avaient bénéficié d'une éducation sportive de qualité, peut-être, et peut-être même sans doute qu'ils ne se comporteraient pas comme ils se comportent. On a transféré la tricherie partout. Et le problème, c'est qu'on ne peut même plus la supporter n'importe où. Tellement que la tricherie est trichée partout, les Africains en ont marre. Les Africains se disent, mais même au foot, je ne peux même pas m'asseoir devant mon écran de télé et voir un match normal dans lequel on ne va pas me recommencer les mêmes choses que Paul Biya fait tous les jours ici. Hein? Ça suffit. Entendez le cri de révolte de l'Afrique populaire contre l'injustice. À travers la colère des opinions africaines contre le mauvais arbitrage de la CAN 2026, entendez le cri de révolte des peuples africains contre l'injustice quotidienne. Donc en fait, ce qui s'est passé au Maroc est simplement un révélateur d'un problème que nous avons en Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas d'institutions justes. Nous avons soif et faim de justice. Nous sommes des écorchés vifs de l'injustice. Nous ne pouvons plus supporter l'injustice. Et c'est ce message-là que je voulais vraiment faire comprendre à tout le monde. Si nous organisons correctement le sport, nous nous prédisposons à bâtir une cité bienveillante, une cité exemplaire. Si nous n'organisons pas correctement le mouvement sportif, nous allons aggraver les crises politiques dans lesquelles nous sommes. Les événements sportifs risquent même d'être les déclencheurs de guerre civile. Les événements sportifs risquent même de devenir bientôt les déclencheurs de guerres internationales, si on ne fait pas attention. Si on ne veille pas à ce que ces événements se déroulent dans le respect des règles de l'art, des règles de chacune des disciplines sportives pratiquées. Si on n'y veille pas, ça va être des déclencheurs de crises diplomatiques. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé au Maroc. S'il n'y avait pas de bonnes relations diplomatiques traditionnelles entre le Maroc et le Sénégal, vous avez vu ce qui s'est passé. À un moment donné, les supporters qui maintenant en étaient à la bagarre, vous avez vu ce qui s'est passé? Vous ne voyez pas que ce genre de choses-là peuvent contaminer le domaine politique, contaminer le domaine économique, contaminer le domaine diplomatique, contaminer le domaine des relations internationales? Vous ne voyez pas ça? Ceux qui veulent nous habituer à l'injustice sont en train de nous conduire vers le chaos. Ils sont en train de nous conduire vers la guerre de tous contre tous. Ils sont en train de nous conduire vers l'anarchie. Ceux qui veulent nous imposer l'injustice partout. S'il vous plaît, que la justice règne. Que la justice règne. Que les innocents sortent de prison. S'il vous plaît, que les tribunaux ne soient plus des lieux de corruption.
c'est important de tirer la sonnette d'alarme. Cet excès d'injustice en Afrique risque de rendre le continent fou. L'Afrique risque de devenir un continent fou. Trop d'injustice. Trop d'injustice conduit à la folie. Trop d'injustice conduit à la folie. C'est ce cri du cœur et ce cri de la raison que je voulais faire entendre. En disant, en fait, ce qui s'est passé là au Maroc, c'est le scénario de notre tragédie quotidienne en Afrique. Nous sommes dans un déficit de justice tel que, mais nous sommes à cran. On en a marre. On en a marre. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.